Chers collègues, bonsoir. Je vous propose de démarrer ce dernier conseil municipal de l'année. Eric est aux commandes pour nous assurer la retransmission. C'est parti, me dit-il. Donc si tout le monde est bien installé, je vous remercie tous de participer à ce conseil dans des conditions un petit peu compliquées et à respecter les gestes barrières et la distance. Nous allons commencer par l'appel. Alors, Fabrice Poussardin présent, Philippe Grégoire, Sandra Thoman, Jean-Michel Moreau, Sandrine Albedel, Éric Janerini, Marie-Isabelle Rosado, Gérard Morfin, André Laloze, Brigitte Delcroix, Gilles Durand, Daniel Barbier, Pierre Bertrand, Mireille Jouve, Fred Blanc, Béatrice Michel, Peggy Magneto, Louis Burle, David Fruitero, Laetitia Richard, Émilie Cache-Cache, Stéphane Depeau, Gilbert Bougie, Philippe Naon, Audrey Brun, Dominique Giraud-Claude et Sabrina Smati. Parfait. Alors, je vous propose de faire tourner la feuille de présence, comme ça au moins ce sera fait. Le quorum étant atteint, les pouvoirs sont bien à disposition et validés. Je déclare donc la séance ouverte. Et je propose la désignation d'un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance. Une âme charitable souhaite se lancer, Marie-Isabelle. Alors, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6. Je vous remercie. Le procès-verbal de la séance précédente, vous avez dû être destinataire. Est-ce qu'il y a des remarques? Aucune. Je propose de passer au vote. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc nous passons aux questions inscrites à l'ordre du jour. Voilà, bon, ce PV, nous remercions encore une fois Madame, vous l'avez rédigé. Bon, il ne reflète pas et certains emplois de phrases et de verbes ne reflètent pas. En tout cas, bon, ce que je dis, c'est bien dommage. Bon, je ne veux pas revenir sur ce PV, mais au moins une chose, c'est l'expression de notre vote. On s'est jamais abstenu sur le dernier PV. On avait voté contre. Et ici, vous mettez qu'on s'est abstenu. Voilà. Alors, en ce qui concerne, après je passerai la parole à Brigitte, en ce qui concerne le dernier PV, comme d'habitude, on va vérifier au niveau des enregistrements. Si le vote a été en effet contre, on corrigera bien entendu, on le dira en séance qu'il y a eu une erreur en tout cas. C'est possible. Je me souviens qu'au mandat précédent, on avait déjà eu le cas. Tu nous avais écrit par mail, on avait vérifié, et c'était toi qui t'étais trompé sur le vote. Et Eric, d'ailleurs, t'avait répondu par mail et en te montrant les images filmées. Donc, en effet, l'erreur est humaine, et en effet, on a pu peut-être prendre du contre alors que c'était de l'abstention ou l'inverse. Donc, on vérifiera sur les images, bien entendu, et on te répondra sur l'issue de ce vote. Brigitte, tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être que... Un petit micro, peut-être, on va te faire passer.
Alors, je voulais intervenir parce que lors du précédent conseil du mois de novembre, lors du vote pour le PV du conseil du mois d'octobre, Monsieur Bougie, vous avez signalé avoir voté contre pour la maison Forgignou. C'est ce que vous avez dit lors du précédent conseil, du conseil du mois de novembre. Ah ben, écoutez. Oui, mais vous avez signalé lors de l'acceptation de ce PV que vous aviez voté contre. Hein. Vous étiez contre. Ah oui, si, moi j'ai vérifié. Donc j'ai vérifié effectivement, vous aviez voté, c'était l'unanimité, tout le monde avait voté pour. Quant au conseil justement du mois de novembre, je n'ai pas souvenance que tout le monde avait voté contre. Je me souviens que vous aviez voté contre, mais les autres n'avaient pas voté contre. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme le dit Monsieur le maire, il va falloir vérifier puisque les conseils sont enregistrés et donc ça permet effectivement d'éviter les erreurs ou les approximations. Voilà. Donc on est bien d'accord que pour le procès verbal, bon. Très bien. Alors, on est bien d'accord que pour celui-ci, il y a 4 contre. On est bien d'accord, hein? Pour celui-ci, il y a bien 6 contre, pardon. D'accord. D'accord. Et on est bien d'accord aussi que si vous souhaitez prendre à un moment donné la relève pour effectuer un compte rendu, ce sera bien entendu avec grand plaisir. Peut-être la prochaine fois, on verra. Vous nous direz. En tout cas, on vous le proposera et je vous l'avais déjà proposé. Je relance ma proposition. C'est un moment de partage que l'établissement des comptes rendus, et ce sera avec grand plaisir qu'on vous laissera à la manœuvre. Enfin. Très bien. Donc on peut passer à l'ordre du jour et le rapport numéro 1 qui concerne la Chambre régionale des comptes. Alors, vous savez que la Chambre régionale des comptes a émis un rapport d'observation sur la gestion 16 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous avez été destinataire d'un résumé de ce document que par ailleurs vous pouvez peut-être aussi tous un peu retrouver et lire. C'est un rapport qui est quand même conséquent et très large. La CRC avait décidé de mettre en introduction finalement ce qui aurait pu être une synthèse d'une conclusion. Donc on a essayé d'établir une proposition de rapport qui reprenne un petit peu l'ensemble des conclusions donc, de la CRC, qui explique un petit peu la gestion d'AMP tant au niveau financier concernant la gestion du logement et la gestion de la dette, le rapport entre communes, anciennes EPCI et conseil de territoire et le conseil de métropole, la répartition des compétences. Et vous avez pu constater qu'elle émet aussi quelques conseils, notamment sur le rôle des compétences de proximité par rapport aux compétences, les grandes compétences qu'on pourrait appeler compétences structurantes, compétences de proximité qui pourraient être plus axées sur les communes, et compétences structurantes qui pourraient être véritablement des compétences métropolitaines. Elle évoque aussi la dette de la métropole, elle évoque aussi les attributions de compensation, les fameuses AC que les communes reçoivent
Elle propose différentes pistes pour améliorer l'outil métropolitain. Vous savez aussi que le budget métropolitain est extrêmement contraint. Nous l'avons voté d'ailleurs ce matin. Et il ne faisait que préfigurer ce que indiquait le ROB, qui était présenté au Conseil de métropole il y a un mois. Donc c'est une métropole qui est sur des structures financières assez fragiles. Et là aussi, de façon très schématique, il a été décidé de plutôt faire des économies en fonctionnement et en investissement, de retarder dans le temps certains grands investissements. Comme tous les budgets, ce sont forcément des choix politiques compliqués. Et donc, en fait, il nous est proposé donc de prendre acte de la présentation de ce fameux rapport. Je vais maintenant vous passer la parole, mes chers collègues, si certains veulent intervenir sur ce rapport ou échanger. À cet endroit, sur la métropole, il y a ce que tu pointes, c'est-à-dire que la CRC rappelle avec justesse des éléments dont on bénéficie encore aujourd'hui, c'est que les établissements publics de coopération intercommunaux qui ont, juste avant la fusion, ont sécurisé des moyens financiers très importants. Et c'est pour ça que nous disposons d'un contrat territorial métropolitain qui nous permet d'avoir des financements en investissement très importants également, avec des taux de subvention entre 10 et 50% en fonction des items de ce contrat. Cette sécurisation, malheureusement, elle s'est faite sur des dépenses de proximité, mais elle ne s'est pas faite au profit de dépenses métropolitaines sur les compétences de fond, à savoir les transports, l'économie et les mobilités, pardon, quand je parle des transports, l'économie ou encore l'enseignement supérieur. Donc là-dessus, la Chambre régionale des comptes est très critique. Et puis le deuxième volet que tu évoques, c'est qu'il n'y a pas de gestion centralisée et de vision globale de la politique du logement et qu'elle est considérée comme étant encore pour le moment comme relativement erratique. Donc on nous montre qu'un organisme qui a été calé par la loi, proposé par la loi, mais avec une opposition politique au moment de son installation relativement forte, laisse perdurer dans son fonctionnement initial depuis 2016 ce type d'opposition, et que les conseils de territoire qui n'ont pas de personnalité juridique continuent à avoir des modalités de fonctionnement relativement libres, mais le futur ne présage pas de cela. Merci Louis. Peut-être qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport. Oui, je veux bien prendre la parole sur ce sujet, sur cette problématique qui nous concerne tous, toutes les mairies. Bon, j'ai lu le rapport, j'ai lu le résumé, qui met l'accent sur les points importants que M. Burle a repris dans le logement social. Bon, pour moi, ce rapport reste du domaine du descriptif, décrit des problèmes. J'ai envie de dire que ces problèmes sont décrits depuis maintenant 4 ans, depuis la création de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce que j'aurais aimé savoir, monsieur le maire, vous avez peut-être participé certainement ce matin au conseil métropolitain, qu'est-ce qui est vraiment donné comme solution pour sortir de ces problèmes. Bon, c'est bien beau de pointer du doigt ces problèmes. Bon, le calcul de l'AC, c'est quand même la principale source de revenus. Je ne sais pas si on la calcule en faisant la différence entre les impôts professionnels et l'évaluation des transferts, le transfert de compétences. Bon, c'est compliqué d'évaluer précisément le coût de ces transferts de compétences, comment la métropole va agir dans les années à venir. Bon, quant au sujet du logement social, je ne sais pas si une centralisation de la décision pourrait être vraiment la solution. Je ne sais pas. Il y a eu un article cette semaine dans le journal, pareil, on décrit des phénomènes, mais il n'y a aucune véritable solution qui est proposée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, monsieur le maire ? Alors, je vais répéter un petit peu ce qui est ressorti au niveau du budget métropolitain.
il y a une dette qui est conséquente, une marge de manœuvre à l'emprunt qui est extrêmement réduite. Donc le choix est fait certainement sur les 3 prochaines années d'avoir un budget qui soit à la baisse et de plus en plus contraint. À la fois au niveau fonctionnement, par une maîtrise plus précise du fonctionnement, et en même temps au niveau investissement, donc décaler dans le temps quelques projets métropolitains, non pas pour les supprimer, mais leur réalisation qui était peut-être prévue à 3 ans passerait à 5 ou 6 ans. Donc décaler dans le temps de grands projets pour retarder des investissements. Ça, c'est le budget qui a été voté cette semaine. Nos budgets sont déjà très serrés, les budgets des communes, le budget qu'on vote depuis quelques années ensemble, il est tendu en fonctionnement. Je veux dire, quand vous parlez du budget de la métropole, il est dépendant aussi quelque part des budgets des mairies. Et on est déjà ric-rac. Et on attend toujours cette AC qu'elle tombe et on rectifie, etc. J'ai envie de dire que les problèmes sont plus de nature structurelle que conjoncturelle. Et bon, je ne sais pas si une solution pourra être trouvée. On entend cela au niveau de l'État. Hein. L'État veut aussi baisser les dépenses de fonctionnement, la dette, le déficit. On entend ça depuis des années, en tout cas au moins un siècle. Et c'est jamais arrivé, quoi. Je crois qu'il y a un deuxième volet, avant de passer la parole à Louis, qui est un chantier qui est confié d'ailleurs à Sophie Joassin, me semble-t-il, sur la réforme des compétences métropolitaines. Et dans cet axe de réforme, je crois qu'il y a une définition beaucoup plus précise qui doit être faite sur les compétences de proximité et les compétences structurantes. Les compétences de proximité pourraient être des compétences mieux définies qui resteraient au seuil des communes, donc elles auraient les marges de manœuvre financières pour les réaliser dans leur budget communal. Quant aux compétences structurantes, des lignes de transport entre villes, un port, une économie à l'échelle de la métropole, ça serait des compétences structurantes qui resteraient au niveau de la métropole. Et dans la constitution de notre jeune métropole, ces compétences ne sont pas définies. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. On a, et on va en parler dans le sujet d'aujourd'hui au niveau de ce conseil municipal, on a des compétences transférées qui redescendent, soit en fonctionnement à travers les conventions, soit en investissement à travers les TTMO. Donc, on sent bien que les communes sont encore en train de gérer des compétences qui redescendent aux communes. Je pense que la CRC a pointé du doigt cela. Après, il y a un problème un petit peu, je pense, plus idéologique. Il y a un débat plus politique qui, à nouveau, va avoir lieu, qui avait eu lieu déjà précédemment. C'est sur le mode d'agglomération des 6 budgets que représentaient les 6 EPCI précédentes et qui sont les 6 CT actuels. Certains disent la métropole, si elle est le déficit, c'est le déficit parce que l'AC ne remonte pas assez des communes vers la métropole. Et d'autres disent, quand on a collecté, à l'époque, on n'a pas collecté tous avec les mêmes règles. C'est que le CT1, par exemple, avait depuis longtemps transféré des compétences à son EPCI. Et donc, du coup, quand l'EPCI MPM a été absorbé par la métro, eh bien, il n'y a pas eu de collecte. La voirie était déjà intégrée. Quant au CT2, lui, il avait une autre histoire. La voirie n'était pas intégrée, l'assainissement n'était pas intégré. Et donc, du coup, on a dû organiser des collectes, c'est-à-dire faire des calculs. Les calculs qui sont faits par les collectes récentes ne sont pas les mêmes, avec les mêmes ratios que ceux qui ont été faits il y a 10, 15 ou 20 ans par des communes qui sont rentrées d'abord dans l'ANCUM et après chez MPM, puis ensuite à la métro. Donc il y a 2 écoles qui s'opposent un petit peu. L'une qui dit c'est les communes qui ne donnent pas assez de leur AC, et l'autre école qui dit on a aggloméré des EPCI CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 avec déjà pour certains des déficits. Et donc du coup quand on marie et qu'on marie 6 EPCI que chacun n'apporte pas la même chose dans la corbeille, forcément ça fait un delta à la fin chez le marié. Donc ce débat-là, c'est un débat politique important qui va avoir lieu, certainement, qui va imposer aussi pour les communes de pouvoir définir à la fois les compétences qu'elles veulent garder, des compétences qui doivent bien rester métropole. Les conventions de gestion, les TTMO, elles ont des durées de vie qui peuvent être
dans leur forme actuelle, certainement limitée, parce qu'il n'y a pas de cohérence à ce que la métropole redonne sous convention pour qu'on fasse. Donc, c'est un temps limité. Et les collectes qui vont être engagées pour les nouveaux transferts qui se feront dans le temps, certainement on part de la voirie en 2023 par exemple, ce seront des choix de ratio. Les communes devront bien surveiller pour être certaines de transférer les compétences et les sommes qui vont avec, mais pour être certaines aussi de garder bien dans leur AC les moyens financiers de pouvoir assurer les compétences de proximité. Quant à l'AC, encore une fois, c'est pas l'aumône. Hein. L'AC, c'était quand même le revenu des communes qui assumaient des compétences, et c'était l'État, en quelque sorte, qui laissait des compétences aux communes et leur laissait de l'impôt pour pouvoir assurer ces compétences. Donc cet AC, il est communal au départ, il devient métropolitain au fur et à mesure que la métropole récupère ses compétences. Et donc, obligatoirement, quand on doit se séparer de compétences, on doit se séparer de finances. Il y a toujours discussion et le débat, il est bien là. Donc aujourd'hui, il va falloir définir ce qu'on veut faire de notre métropole, définir quelles sont ses compétences et définir quels sont les budgets qu'on va mettre et qu'on peut mettre en face. Ça, c'est un débat qui va être encore long, qui a démarré, c'est vrai, il y a quelques années déjà, qui va continuer. Et on peut estimer qu'avec la nouvelle présidence, ça a été le discours de Mme Vassal lors du premier conseil de métropole, elle souhaite donner une nouvelle impulsion et une nouvelle gouvernance. En tout cas, c'est le discours qu'elle a donné lors du premier conseil de métropole. Et pour cela, elle a constitué, avec une vice-présidence, une réforme, entre guillemets, à cette gouvernance. Et je pense qu'il faut laisser ces élus qui sont en train de travailler faire des propositions pour pouvoir, par la suite, les analyser. Oui. Simplement rajouter un élément complémentaire qui impacte la métropole dans les tout prochains mois. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a décidé de diminuer les impôts de production des entreprises de 20 milliards d'euros. Le principal impôt de production qui est diminué sur les entreprises à hauteur de 20 milliards, c'est la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui est l'une des deux composantes de la CET, donc contribution économique territoriale, qui a remplacé la taxe professionnelle. Et ces 20 milliards impactent immédiatement et de manière directe l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et donc les ressources affectées via la CFE et donc qui vont pour l'essentiel ensuite sur l'investissement sur les métropoles et les intercommunalités, ces ressources vont baisser. Donc les perspectives financières des métropoles, quelles que soient les modalités de gouvernance renouvelées, elles sont aussi de toute façon problématiques dans un contexte de relance économique post-Covid. Donc on a des éléments conjoncturels et on a des éléments structurels partagés. Ce qu'il faut rajouter, et je clôt là-dessus, c'est que la question de la négociation du fonctionnement métropolitain, elle n'est pas complètement arrêtée, parce qu'il est possible que la loi 4D, qui est en discussion au Parlement à partir du premier trimestre, réinterroge le fonctionnement d'un certain nombre de PCI, en particulier de métropoles. Et à cet endroit, au Sénat, vraisemblablement, la question, sous forme d'amendement, la question de la structuration métropolitaine et pour AMP Métropole, la structuration métropolitaine sera revue. En tout cas, une partie des élus du CT2 porte cela sur une logique de métropole structurée comme est structuré aujourd'hui le Grand Paris, c'est-à-dire des éléments de centralité, mais des établissements publics au niveau des anciens EPCI qui deviendraient des établissements publics territoriaux, c'est-à-dire avec une compétence juridique. Donc on est sur un retour à des structures de pilotage plus proches. Maintenant, du point de vue politique, il y a un élément complémentaire qu'on peut dire, c'est que mettre en œuvre une métropole, c'est partager les budgets pour des compétences globales, qui sont des questions de solidarité territoriale. Les populations les plus pauvres, elles sont au sud de Marseille, elles ne sont pas au nord. Hein. Les populations les plus défavorisées sont à Marseille sur nos territoires.
c'est une ville qui est en difficulté, mais après on peut avoir des avis politiques divergents sur ces questions. Mais si la métropole a été constituée, c'est pour essayer aussi qu'il y ait un partage de la richesse produite sur l'ensemble du territoire. Ce sont des discussions politiques, mais derrière ce type de structure, il y a aussi des logiques de solidarité entre les territoires. Ça peut s'interroger. Moi, je ne vais pas donner mon avis, mais à cet endroit, quand la loi pose ce genre d'éléments, c'est aussi, et quand le législateur le fait, c'est aussi pour des questions de solidarité territoriale à une échelle plus large. D'ailleurs, c'est le rôle des départements aujourd'hui. Pour en terminer sur ce sujet, je crois qu'il y a 2 points à souligner. La première, c'est qu'en fait, la CRC, elle note surtout que le modèle actuel, il ne peut plus vivre très longtemps. Il ne tiendra pas le coup. Je crois que c'est surtout ça qui sort de leur rapport. Et c'est un signal en disant, si vous ne changez rien, votre métropole ira droit au mur. Voilà. Je crois que c'est ça le point important de ce rapport. Et le deuxième point qui nous est un peu plus personnel, c'est ce qu'a évoqué Louis, c'est les fameux contrats que tiennent les communes du CT2, les fameux CCPD. Ils ont une durée de vie maintenant qui nous est comptée. Forcément, on est le seul conseil de territoire à avoir ce genre de dispositif. Et aujourd'hui, dans notre stratégie d'investissement, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il est complémentaire à notre deuxième partenaire historique, qui est le département. Le département aide beaucoup les communes et la métropole, à travers ce contrat, pour les communes du CT2, donc les 36 communes de l'ex-CPA, ont ce dispositif qui va disparaître. Donc il nous reste quelques mois pour déposer les derniers dossiers et 2 ans et demi peut-être de possibilité de réalisation. Donc la stratégie à notre échelle, elle est double. Elle est à la fois de profiter des dernières opportunités qu'offre le CCPD et dans le même temps de bien assister à toutes les réunions concernant l'éclecte et les transferts de compétences et faire entendre notre voix pour qu'à la fin de la fin, quand il n'existera plus les CCPD, les participations de subventions à travers la métropole seront moins importantes, que le département devra difficilement porter seul les investissements au niveau des communes, que la part métropolitaine et les compétences métropolitaines soient clairement définies pour qu'on puisse continuer, nous, à gérer correctement les compétences communales. Ça, c'est le chantier des 3 prochaines années et c'est là que notre commune devra faire entendre, porter sa voix aux côtés des autres communes de d'ANP. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose donc de prendre acte de la présentation de ce rapport de la CRC sur la gestion des exercices 2016 et suivants de d'ANP. Et je vous propose de passer à la délibération numéro 2 qui concerne l'approbation des avenants numéro 3 aux conventions de gestion, qui concerne donc des compétences, donc on est bien dans le sujet, métropolitaines. Alors la convention de gestion, ce sont des conventions que signent la métropole et les communes, qu'on avait déjà signées au mandat précédent, et que le préfet nous a autorisé à reconduire, pour les communes qui le désiraient, pendant, je crois, une durée d'1 an. Alors elle concerne de mémoire 4 grandes compétences, la DECI, la défense contre l'incendie, donc le pluvial, les zones d'activité et parcs et aires de stationnement. Donc la commune de Mérargues est concernée par ces éléments. Les conventions de gestion, pour être bien clair, concernent la partie du budget en fonctionnement. Et en définitive, il est proposé donc pour la commune de pouvoir signer ces conventions de gestion et continuer à avoir une sorte de délégation, en quelque sorte, de compétences qui redescendraient ponctuellement, très bien ciblées, et de pouvoir continuer à faire de l'investissement, du traitement de fonctionnement sur ces compétences. Certainement, comme je vous l'ai dit, ces conventions seront destinées à disparaître dans le temps. La métropole aura une gestion totale, mais il n'est pas exclu, et là on revient sur la première délib, que dans le temps, dans les discussions qu'il va y avoir entre les communes pour la constitution de cette compétence beaucoup plus claire, compétence structurante, compétence de proximité au sein de la métropole, eh bien il n'est pas exclu que quelque part on ait une gestion qui soit
avec une compétence métropolitaine, mais avec des systèmes qui permettent aux communes de pouvoir gérer sur place, à la place de la métropole. Donc c'est des outils qui, juridiquement, pourront se retrouver sous d'autres formes plus tard. Est-ce que vous avez des remarques sur les conventions de gestion, peut-être? Je vous propose donc d'approuver les avenants numéro 3 aux conventions de gestion entre AMP et Merargue et de m'autoriser à signer ces 10 avenants. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la délib numéro 3 qui concerne un petit peu... Alors là, je laisserai aussi un petit peu la parole à Eric qui nous dira peut-être quelques mots parce qu'il est plus technicien que moi. La prestation de délégué à la protection des données, le DPO notamment, et une convention de prestation de services, donc c'est lié au RGPD. Donc vous savez schématiquement que les données les fameuses data sont des données qui sont très sensibles. D'ailleurs, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, au niveau de l'économie, dans son sens plus global, tous ceux qui ont la capacité d'avoir des gros ordinateurs et de produire ont une avance technologique, mais ceux qui ont la capacité de stocker les data et de les protéger ont aussi un rôle économique stratégique à jouer. Vous savez que à l'échelle des communes, cette fameuse RGPD n'est pas si facile que ça à gérer. Elle demande de la technicité, elle demande de la présence et elle demande du savoir. Donc l'idée a été un peu d'avoir un délégué commun à cette protection de données, donc un DPO, et que ce délégué, la dépense, le coût de ce délégué, non seulement sa connaissance puisse être mutualisée par plusieurs communes, mais que son savoir puisse se retrouver aussi sur plusieurs communes. Donc en quelque sorte, il est proposé aux communes de pouvoir utiliser cette prestation de mutualisation, donc de la fonction de ce délégué, de ce DPO. Le coût pour la commune serait de 4 500 € pour la première année, représentant l'adhésion, puis il serait de 2 000 € pour les années suivantes, et ce délégué sur plusieurs communes, donc, qui nous aiderait à mettre en place le fameux RGPD. Peut-être qu'Éric, tu veux un peu préciser ce qu'il en est, et l'importance de ces données, et la maîtrise de ces données? Merci. Alors le RGPD, c'est tout simplement donc la réglementation générale sur la protection des données, donc qui nous oblige à mettre en place un maximum de sécurité pour assurer la pérennité des informations concernant les administrés. Donc tout simplement, comme vous l'a dit Fabrice, ce qui nous est proposé, donc c'est la mise en place d'un délégué de protection des données. Normalement, la loi nous oblige à en avoir un. Et là, mais le RGPD nous autorise également, donc nous permet de mutualiser ce délégué. Donc c'est ce que propose la métropole et c'est pour ça que l'on va voter, tout simplement. Voilà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour faire une remarque sur ce thème? Très bien, je vous propose donc d'approuver cette convention et donc de m'autoriser à solliciter la métropole pour bénéficier de ce DPO et de prévoir les crédits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délib numéro 4 qui concerne les TTMO, les transferts temporaires de maîtrise d'ouvrage. Alors, les TTMO concernent les investissements. C'est un petit peu le pendant des conventions de gestion au niveau investissement, simplement. Et le sujet qui nous concerne, c'est la transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour un pluvial. Donc on avait vu que le pluvial était une compétence métropolitaine, on l'avait vu déjà au niveau des conventions de gestion, on le retrouve bien en investissement. Et l'idée est de pouvoir autoriser la commune de Merargue à effectuer des travaux de réseau pluvial sur l'avenue de la République pour reconstituer un pluvial et celui-ci irait remplacer un pluvial que l'on doit abandonner
car sur terrain privé. Alors peut-être que, Daniel, tu veux donner quelques infos sur République et sur le pluvial, peut-être? Oui, effectivement, on peut, de manière tout à fait commune et concertée avec Gérard, qui est en charge des travaux, ce transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage porte bien la première brique, j'allais dire, du chantier République versus 2021-2022. L'idée est donc bien sûr, en amont de réflexion de voirie, de pouvoir mettre en conformité un réseau pluvial qui aujourd'hui passe sur des réseaux en partie privés. Et le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, de notre point de vue, est en fait une opportunité en ce sens qu'il va nous permettre de mieux réfléchir et de mieux appréhender en fait la connexité de tous les travaux à enclencher pour la moindre contrainte vis-à-vis des riverains. Et ça, c'est assez important parce que notre groupe de projet, un tel format, c'est-à-dire pluvial d'une part, constitution d'un parking provisoire de délestage d'autre part, et puis ensuite en 2 phasages des travaux sur l'ensemble du boulevard de la République, sont en fait quelque chose qui est à la maille d'un projet, donc d'un groupe projet que nous avons constitué, et qui aura vraiment pour vocation cette donnée double. La première, c'est de construire ces ouvrages-là avec le plus grand souci de minimisation de la gêne des riverains. Et puis l'autre, bien sûr, qui est aussi d'avoir un bon sens commun qui va nous chercher en fait à essayer de probablement réconcilier un peu plus un certain nombre de travaux entre eux, de sorte de minimiser quand même la contrainte financière. On l'a dit tout à l'heure, les charges financières, on ne va pas revenir dessus. Toutes les subventions sont en baisse. Il est de notre, je dirais, autorité et responsabilité que de chercher malgré tout, même au titre de subventions à venir ou déjà attribuées, eh bien de rechercher l'optimisation des choses. Mais avant tout, réaliser des travaux comme ça en pleine rue de République que tout le monde connaît probablement même mieux que moi, c'est mettre une démarche de projet avec un très grand rassemblement de multiples compétences, et, puisque je parle des riverains, dont notamment avoir dans un groupe projet technique eh bien, tous les aspects communication. Donc une attachée communication, sous couvert effectivement de Philippe, nous accompagnera lors des réunions périodiques qui sont là. Il y a également bien sûr les équipes d'Éric, qui sont là également de par leurs compétences techniques. Et puis il y a au sens large, bien sûr, Gérard, moi qui l'aide un petit peu sur ce projet-là, pour pouvoir, encore une fois, mener ça avec rigueur, organisation et essence, encore une fois, j'insiste beaucoup, parce que c'est assez délicat, vous l'imaginez bien. Il y a des gens que je connais bien ici qui connaissent bien les travaux. On ne prend pas ces choses-là avec avec légèreté. On est dans un réseau extrêmement dense. On est aujourd'hui avec des plans de précision qui ne sont pas de la bonne classe. Donc il faut justement mettre toute notre intelligence sur la partie amont, c'est-à-dire sur la partie étude. Il faut passer du temps pour solidifier cette partie-là. La partie travaux, derrière, découlera. Et donc avec Gérard, on a mené le groupe projet jusque-là. Et on a, du coup, on pense, pour finir, que ce transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage est au final une opportunité pour nous. Juste un petit ajout, c'était propos en complément de ce que vient de dire Daniel, c'est qu'on ne souhaite pas le séparer, donc on en parle forcément en amont des travaux de l'avenue de la République, mais ce n'est pas longtemps en avant. Ça veut donc dire que dans la foulée, il faudra que l'ensemble de la gêne soit unique et pas découpé. Genre j'arrête pendant 1 mois, j'arrête pendant 3 mois, etc. C'était aussi une des idées qui nous a fait insister sur la précision et des réseaux et de la méthode. Alors il y a peut-être des remarques sur ce sujet. Gilbert ? Oui, je voudrais revenir sur ce point et je parle au nom de mes collègues et amis. Bon, je tiens à remercier M. Barbier pour vraiment cette présentation que je juge très pédagogique
et on s'inscrit parfaitement dans ce qui vient d'être dit. Cependant, je me permets de vous le dire en toute honnêteté intellectuelle, pouvez-vous, si vous avez le temps bien sûr, faire un retour en arrière sur les 12 ans passés depuis 2008 à Meyrargues et me sommer tout l'argent dépensé sur le projet ou le pseudo-projet de l'avenue de la République. Et vous m'appellerez, on pourra boire un café, peut-être dans un bar si ça ouvre, et discuter un petit peu de toutes les sommes que la mairie de Meyrargues a dépensées depuis 12 ans et très souvent sans subvention. Voilà. Revenons à ce point. Je suis surpris et je m'inscris encore une fois dans le cadre de ce qui a été dit. Mais que sont, et là je m'adresse aux anciens, Monsieur le maire, Monsieur Pierre Bertrand, cher Pierre, tout ce que vous nous avez montré, j'allais dire 12 ans, il y a 6 ans je n'étais pas élu, mais je suivais de près les actions menées par la majorité de l'extérieur, mais depuis 6 ans j'ai été élu et j'étais dedans et je suivais. Je me rappelle, je n'ai pas eu le temps de chercher la dédie, il y a quelques mois, peut-être 1 an et demi, vous nous aviez présenté des phases 1, phase 2, phase 3, avec un bureau d'études qui avait coûté, Stéphane t'avait fait un mail pour demander les sommes dépensées, etc. Mais que sont devenus tous ces projets, tout ce que vous nous avez montré? J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à la place de marché que vous aviez prévue à la place des anciens combattants, où on a vu pareil, des 800 000, des 1 million, des 1,2 million, et au final on se retrouve sans rien du tout. Donc voilà, on est un petit peu... on a envie de vous faire confiance, mais on connaît le passé. Le passé n'est pas brillant sur ce sujet. On a décidé, encore une fois, vous faisant confiance et s'inscrivant dans ce que vous avez dit, de s'abstenir au vote. On ne prendra pas part au vote, mais on vous dit bon courage. Et franchement, si c'est vrai ce que vous avez dit, on sera derrière vous, parce qu'il est impératif de réaliser ces travaux. Cette avenue devient dangereuse. Et j'avais même dit autrefois qu'il fallait faire l'avenue de la République avant de faire l'avenue d'entrée de ville du Grand Valat. Voilà. Bon, c'est un petit peu ce qu'on voulait dire sur ce point. Daniel. Écoutez, je vous remercie de la transparence de vos propos et je suis, si vous voulez, plutôt satisfait de comprendre qu'effectivement, à un moment donné, il y a un intérêt commun qui se dégage, des enjeux importants, et puis qu'effectivement, si la vigilance est de mise, pour autant, il faut être effectivement tout à fait constructif et pour autant pas naïf. Ça, j'ai bien entendu le message. Je voulais juste quand même vous préciser quand même une petite chose, c'est que, alors j'ai notamment oublié, j'ai pas voulu dire que j'avais un joker, mais j'ai la compétence de Pierre Bertrand aussi, dont je me suis entouré dans le groupe de projet. Donc finalement, ma modeste expérience d'une 40aine d'années de travaux sera en plus surenchérie avec Pierre, donc on devrait pouvoir y arriver. Le tout sous couvert de Gérard. Ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que effectivement, tous ces jalons financiers, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais RTE, donc le sens du service public, c'est quand même quelque chose qui est un peu dans mon ADN. Mais j'étais aussi dans les directions. Et donc, les sous, si vous voulez, font aussi partie d'une autre forme d'ADN. Et donc, on aura ce souci-là, effectivement, de bien gérer ces travaux avec la meilleure connexité, de façon à justement pas revenir 2 ou 3 fois sur l'ouvrage. Ça, c'est important. Avoir effectivement des pistes d'intercomparaison. Aujourd'hui, moi, je suis en train, avec l'équipe, de réunir un certain nombre de compétences de coordonnateurs. Donc, on aura même sur ce sujet-là, qui est relativement, comment dirais-je, succinct au niveau financier, ça n'empêche pas de consulter et de regarder effectivement à la fois le mieux disant, mais aussi la bonne compétence. Donc, j'ai pris bonne note de vos commentaires auxquels je souscris aussi. Et soyez assurés que toute proportion égale par ailleurs, on va y mettre vraiment, effectivement, les meilleures compétences. Et encore une fois, notre souci, c'est les Meyrarguais et c'est les sous. Je vous en prie. Au fil de l'eau, on verra, d'accord. Merci beaucoup, Daniel.
J'ajoute juste, avant que Louis ne le fasse, que cette TTMO est de 80 000 euros hors taxe, 96 000 euros TTC, il allait le dire, voilà, et que du coup ce sont des sommes en définitive que la commune va dépenser, que la métropole rembourse, comme cela vous l'a été indiqué. Après, en ce qui concerne ton intervention, Gilbert, sur les choix des rues et autres, on ne va pas refaire un débat d'élection municipale, puisqu'il a déjà eu lieu et ça s'est déjà fait. Mais peut-être pour les nouveaux qui n'ont pas la mémoire de tout ce genre de choses, et ça peut se comprendre, quelques explications de texte permettent de bien comprendre l'histoire un petit peu de ces rues. Alors, le dispositif voirie République, c'est un dispositif qui est communal. Le dispositif de Frédéric Mistral, Grand Vallat et avenue d'Albertas, c'est un dispositif métropolitain, compétence métropolitaine, qui était des traitements de l'entrée de ville traités par la CPA, que la CPA, quand elle a été absorbée par la métropole, a transféré à la métropole, et que la métropole, par des TTMO de l'époque, nous a redonné pour que nous puissions suivre les travaux, et c'est la métropole qui payait. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on va dire, ben, c'est deux voiries. Alors, pourquoi il y a une voirie, c'est la métropole, et pourquoi une voirie, c'est la commune? Grand Vallat, Frédéric Mistral et Albertas, c'était une compétence d'entrée de ville, donc voirie métropolitaine, on va dire, pour faire simple, même si elle reste ensuite propriété de la commune. Et République, c'est un projet communal. Il s'est un petit peu joué dans le temps, une donnée qu'on n'avait pas forcément intégrée, c'est qu'il y a eu un transfert de compétences voirie qui devait se faire de la commune vers la métropole au 1er janvier 2019. Du coup, nous avions fait des études qui sont toujours valables, avec un bureau d'études qui avait été désigné lors d'un marché. Ce bureau d'études, on travaille toujours avec, c'est toujours le même, et les mêmes études qu'il nous a pondues vont nous servir pour effectuer nos travaux. Si ce n'est qu'à un moment donné, on allait perdre cette compétence, et donc la voirie allait être absorbée par la métropole. Et puis, en novembre, juste à 2018, donc juste avant que la compétence tombe dans l'escarcelle de la métropole, il y a eu un rétro-pédalage, et on a appris 2 mois avant que finalement la compétence voirie restait aux communes jusqu'en 2023. Donc les dispositifs financiers qu'on avait prévus avec le département, et on était allé avec Pierre d'ailleurs voir la présidente au niveau du département, ces dispositifs, ils n'avaient pas lieu d'être, puisque la métropole reprenait cette compétence, et le département nous avait dit, on va plutôt vous aider sur le projet du stade, la voirie, République, vous la ferez avec la métropole, puisque c'était le cas de compétence. Et en novembre 2010, quand il y a eu ce rétropédalage, on est retourné voir le département, qui nous a dit, écoutez, vous avez sollicité une aide pour le stade, on va finir votre stade, mais par contre, maintenant, puisque vous avez encore la compétence, vous pouvez à nouveau nous solliciter pour la voirie. Merci beaucoup Gérard pour la technique. Donc du coup, on a repris le dossier République au niveau communal. On a terminé le dossier Frédéric Mistral, Grand Vallat, d'Albertas avec la métropole, puisque ça ne bougeait pas. On a gardé nos études que nous avons fait à l'époque. Nous avons une compétence totale sur République et elles vont nous servir maintenant. Et entre-temps, on nous a indiqué qu'un pluvial qui se trouvait sur un terrain privé, ce terrain étant passé constructible, il va y avoir un bâtiment dessus, et donc il fallait qu'on retire ce pluvial pour le remettre sur la voie. Mais la compétence pluviale, elle est métropolitaine. Donc on est allé voir la métropole pour leur dire « République, ok, on se le garde jusqu'en 2003, on va le faire. Mais si on fait le haut de la rue, est-ce que vous faites le dessous? Parce qu'on ne va pas casser la rue quand on l'aura faite pour mettre un pluvial. » Et la métro nous a dit
C'est un peu compliqué, on va voir, on va réfléchir, on va voir comment on peut l'organiser. Ça a pris aussi un petit peu de temps. On va faire les études de ce pluvial parce qu'elles n'étaient pas dans le projet initial véritablement, et on va les compléter, puisque maintenant on sent que c'est un peu urgent. Et comme c'est notre compétence, on va vous donner la solution. Et cette solution, c'est la TTMO. Donc ils nous ont dit, si vous en êtes d'accord, on va vous financer ces fameux travaux. C'est vous qui allez les suivre, faire l'avance, et on va vous rembourser grâce à la TTMO. On va sortir ce fameux pluvial et on va le mettre sur la voie, ce qui n'est pas une mince affaire. Et les élus qui travaillent sur le dossier s'arrachent les cheveux parce que dans cette voie, il passe beaucoup de choses. Et ce sera certainement une des voies les plus compliquées à faire à Meyrargues, puisqu'il y a des caves qui se situent sous la voie, parce qu'il y a un nombre de réseaux qui est assez conséquent. Et heureusement, on n'a pas l'assainissement et on n'a pas le réseau d'eau à requalifier à cet endroit-là parce qu'il n'est pas défectueux. Mais on a beaucoup de réseaux téléphones, beaucoup de réseaux électriques. Daniel peut en témoigner avec les études qu'il a récupérées. Donc ça ne va pas être si simple que ça de faire passer un petit pluvial sur 130 mètres avec les bonnes pentes pour relier et se connecter au pluvial existant. Il va falloir faire des petits sondages, il va falloir gratter un petit peu. En plus, comme vous l'a expliqué Daniel, des cartographies de l'époque, et aujourd'hui on nous demande des précisions au centimètre et plus au mètre pour la faire un petit peu schématique. Donc il faut aller chercher ces précisions, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, il faut caler ces travaux juste avant la réfection de la voie de République. Et dans le même temps, donc là je répète aussi un petit peu pour les nouveaux pour bien comprendre, il va falloir créer un parking de délestage pour que tous ceux qui habitent sur République, et vous le savez comme moi que maintenant c'est assez dense, le cœur de ville, il y a de nombreuses voitures, puissent pendant les travaux se retrouver sur un parking de secours, qui sera certainement les tennis, les anciennes tennis qui sont en bas, qui vont nous servir. En même temps, le groupe de travail va mener la réflexion sur la pertinence d'une partie de ces parkings pour devenir des parkings définitifs, pour pouvoir à la fois délester ce cœur de ville au niveau stationnement de façon définitive, pouvoir aussi aider les parents qui vont le matin aux écoles à trouver un stationnement un peu plus sécurisé. Voilà. Et donc aussi en même temps, dans l'étude que nous avions faite sur République, il est prévu, parce qu'elle était assez étroite, de laisser des places, de la végétation et de favoriser un sens unique. Donc il va falloir pendant ces travaux aussi commencer, les administrés, à trouver le sens unique le plus pertinent pour pouvoir habituer et aussi vérifier nos hypothèses de travail. Donc c'est un chantier qui est compliqué, qui est difficile. On aurait aimé garder la compétence en être certain, comme ça aurait été peut-être un peu plus simple. Voilà, il y a eu ce petit changement entre-temps qui a un petit peu compliqué la donne. Ça fait partie des chantiers attendus, comme l'étaient, je pense, les nouveaux équipements sportifs, comme l'ont été les voies de Frédéric Mistral, Grand Vallat, rue d'Albertas, comme l'aurait été à leur époque le cours des Alpes, et je pense comme l'aurait été aussi la Pourane, qu'on a réhabilité avec ces 3 voies, de la Pourane, de Saint-Pierre et de Provence. C'était aussi quelque chose de conséquent qu'il a fallu faire. Et quelque part, on doit en être à notre 10e voie, maintenant, d'envergure. Donc on a une petite expérience. Pour autant, je reviens là-dessus, on l'aborde, et comme l'a dit Daniel, avec beaucoup de modestie, parce que ça sera certainement la voie la plus compliquée, la plus difficile de Meyrargues à faire. Après, on sera un peu sorti d'affaire, parce qu'on aura quand même bien réhabilité pas mal de voies. Et ça me permet de boucler sur les délibes du début. Quand on parle de compétences de voirie qui vont remonter, et de grandes compétences structurantes qui vont retomber à la métropole, c'est là que la commune va devoir avoir un rôle important, parce qu'il va falloir bien définir les règles. Les communes qui apportent des voies toutes faites, elles doivent être collectées, mais pas au même niveau que les communes qui ont un réseau complètement délabré, où il va falloir faire beaucoup plus de travaux. Et là, il va y avoir des discussions et des débats entre les communes pour être certaines d'avoir le bon réglage et le bon cliquet au niveau de la collecte. Voilà. Et c'est un chantier, là aussi, important, et il faudra que Meyrargues fasse bien entendre sa voix pour que l'AC, qui va être forcément réduite, elle le soit au bon niveau. Voilà, je pense que tout est dit sur ce Je souhaiterais, petit délibéré. Monsieur le maire, reprendre la parole. Merci Oui. pour votre explication. Bon,
si j'ai bien compris, si nous avons bien compris, donc le dossier République repart à zéro. Voilà, on repart à zéro. Et donc, vous avez quasiment un accord, pseudo-accord de la part donc, des institutions hein, qui nous subventionnent du soutien. On est vraiment ravis hein, que ça se fasse. Bon, ça se fera certainement au détriment de la finalisation du complexe sportif, parce que bon, là-haut manque encore pas mal de choses, hein, vous le savez. Bon, juste pour être très, très bref, bon, vous avez parlé des programmes entrée de ville. Bon, vous le savez comme moi que il y a quelques années, vous aviez attaqué, c'était très très bien. J'avais pris la parole sur ce dossier en conseil municipal. Vous aviez attaqué donc l'entrée de ville République, bon, à l'extrême nord, j'allais dire, pas nord-sud. Du rond-point de la baraque, bon, c'est la République, et vous vous êtes arrêté malheureusement au Dodane. Et bon, c'est un sujet que j'avais déjà évoqué. Hein. Je vous avais dit pourquoi vous n'aviez pas prolongé dans ce programme métropolitain entrée de ville, parce qu'il s'agit du même hein, que Grand-Bala au final et Frédéric Mistral. Et vous m'aviez dit, on fera ça plus tard, etc. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu après, bon, avec un Dodane qui est un peu compliqué, tout le monde le sait, et un virage qui est compliqué. Et bon, c'est bien dommage, hein, on a perdu un petit peu de temps, mais pas grave. Franchement, si on repart sur des nouvelles bases, et comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment derrière vous, et on aimerait participer aux réunions vraiment pour essayer d'apporter ce qu'on peut apporter. Alors, remercie. Petit éclairage, il me semble que quand on a réalisé, c'est bien que tu fasses allusion au fait qu'on a aussi fait une partie de l'entrée sud, de mémoire, tu n'étais pas élu, et pas encore, et nous avons réalisé, et c'est là que tu fais une erreur, l'entrée sud, parce que ce n'est pas, pardon, excuse-moi, je vais terminer, ce n'est pas une compétence métropolitaine, donc je vais le redire autrement, c'était une entrée de ville que l'on a fait avec la CPA, gérée par la CPA et la commune. Il n'y avait pas de métropole à l'époque, elle n'existait pas. Par contre, je termine. Hein. Par contre, quand on a... Non, c'est pas la même chose, puisque c'était la CPA qui faisait les travaux et la métropole n'existait pas. Donc, et ce n'était pas le même programme, c'était un programme entrée de ville CPA. D'ailleurs, le programme entrée de ville métropole, il n'existe pas. Et on est en train de terminer, et on a terminé avec la métropole, les anciennes entrées de ville de la CPA. Et c'était une compétence CPA qui était quand même assez axée sur notre CT2. Pas sûr que dans les autres CT, ils avaient les mêmes choses. Quoi qu'il en soit, on a terminé cette entrée à l'époque, donc ça c'est encore une fois pour les nouveaux, pour qu'ils aient bien les choses en tête. Et donc la CPA nous a permis de faire l'entrée de ville, et je me souviens que Mireille s'était battue à l'époque pour négocier l'entrée de ville le plus loin possible. Et la CPA avait dit, je vais faire avec mes moyens jusqu'au pont. Après le pont, ça sera une autre entrée de ville, et il faudra la solliciter à la CPA si on existe toujours. Voilà. Et en définitive, il a été fait cette première partie jusqu'au pont. Il y aura certainement une autre partie de voirie à faire entre le pont et le carrefour qui mène aux anciennes tennis. Ça sera une autre tranche de travaux qui viendra après République. Et certainement qu'au moment où elle viendra, ça ne sera même plus une compétence, à mon avis, communale, ni projet qui devra être porté par la commune, mais ça sera bien un projet que devra faire remonter la commune à la métropole. Et je ne suis même pas persuadé qu'il y ait des TTMO qui nous redescendent sur ce sujet-là, je ne sais pas. Donc, les chronologies au niveau des voies est importante, et il me semble que c'est République aujourd'hui qui est la plus importante à faire, par le fait qu'on ait des études qui soient assez avancées, et par le fait qu'on ait des dispositifs qui aient été discutés, négociés et fléchés. Et en plus, c'est une rue qui est quand même, je vous le rappelle, mais vous le savez tous, mes chers collègues, on est dans une densité de population qui est quand même conséquente. On se retrouve sur une voie qui fait pas 12 mètres, contrairement à ce que fait Frédéric Mistral, avec du R+2 minimum sur une partie des voies, alors que Frédéric Mistral Grand-Bala, c'est plutôt de la villa en R+1 avec petit jardin.
Et on a quelque chose de très dense et très concentré et assez abîmé. Donc dans l'ordre des choses, une chance que République, c'est une bonne chose, et que par la suite, le reste de la voie qui fait l'entrée sud peut venir dans un deuxième temps, mais elle n'a pas de logement, il n'y a pas d'habitants sur cette partie-là. Elle souffre d'un trafic qui a été réduit, de par le fait que les bus qui étaient quand même très dangereux, pour le poids de République, ils ont été pour l'instant déviés. Et aussi, ce qui est quand même important de noter, c'est que c'est une voie assez large. La seule chose qu'on a faite en urgence un petit peu, sur cette partie-là, c'est qu'on a construit un trottoir sécurisé, permettant plus facilement à ceux qui habitent au quartier du lotissement du Rue-Clavier et ceux qui sont au-dessus, je crois que ça s'appelle les jardins de Mérarque, me semble-t-il, de pouvoir avec les enfants avoir un trottoir qui leur permette d'accéder auprès de ville à l'école en toute sécurité avec un éclairage public. Et on avait profité à l'époque, je parle sous la mémoire et l'autorité de Pierre, de pouvoir faire des extensions de réseau pour des extensions de fibres pour de la vidéoprotection. Donc on n'aura plus qu'à tirer les câbles sous ce fameux trottoir pour pouvoir ajouter des caméras plus tard à l'entrée de Rue-Clavier. Donc c'est la partie de travaux qu'on avait réalisée sur cette voie-là. Tu voulais rajouter quelque chose et après Sandra d'abord. Non, c'était juste pour dire aussi qu'on ne part pas de zéro, puisque tout le dossier technique est prêt, que toutes les autorisations, toutes les études ont été faites. On est presque en phase de pouvoir lancer des cahiers des charges des entreprises. Donc effectivement, on a expliqué tout ce qui a pu se passer entre-temps avec les aléas de la métropole et des compétences et les allers-retours. Et les autorisations administratives sont faites aussi. Et tout ça, c'est quand même du temps qu'on a passé dessus pour monter ce dossier et qui n'est pas à refaire, quoi. Qui est à prolonger, à affiner, à faire basculer dans la phase opérationnelle. Juste un élément du point de vue budgétaire, nous avons des engagements vis-à-vis de nos partenaires financiers, concernant notamment des subventions qui ont été déclenchées, qu'on a commencé à consommer vis-à-vis du plateau de la Plaine et du déplacement du stade. Ces subventions seront dépensées en priorité, parce que ça fait partie des premières priorités que Pierre Bertrand nous a rappelées dans la logique de la temporalité, de la temporisation des travaux, enfin des aspects calendaires des travaux. On y travaille régulièrement pour préparer le budget 2021, et il est évident que ce qui relève de l'achèvement du plateau de la Plaine est la première priorité. Oui, tout à fait. Complètement. Donc on a une subvention, on doit bien le clore. Donc le lancement de République, pas de souci. Voilà. Le lancement de République n'entraînera pas d'arrêt de travaux sur le plateau de la Plaine. La première priorité, c'est de finir ce qui a été enclenché sur le plateau de la Plaine, et dans une temporalité qui est déterminée progressivement, d'entamer République. Voilà. Voilà, alors juste avant de passer au vote, juste pour dire que si on prend le temps, je crois, d'expliquer un petit peu les réflexions, l'historique, c'est aussi pour permettre aux nouveaux de peut-être mieux appréhender ces dossiers et d'avoir une vue un peu plus globale du travail qui a été effectué et qui va nous permettre de faire ces réalisations, parce que de toute façon, République, j'espère qu'on le fera bien, j'y crois, mais on le fait tous, hein, les 27 que nous sommes autour de cette table, bon, moins les absents, on le fait tous dans l'intérêt de nos administrés. Quel que soit le groupe finalement auquel on appartienne, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que République soit fait pour les Mérarguais. Et là, je pense que c'est un point qui fait consensus chez nous tous. Voilà, donc je vous propose d'accepter cette convention, c'est ça, et de m'autoriser à donc signer cette TTMO et d'inscrire les crédits au niveau du budget pour pouvoir réaliser ce pluvial. Travaux indispensables avant de réaliser République. Qui est contre? Qui s'abstient? 6. Je vous remercie.
Alors, la DELIP 5 concerne la convention de collaboration entre la métropole AMP et le Bureau municipal de l'emploi. Cette convention est annuelle. André peut nous dire quelques mots sur le pli. Si on lui donne un petit micro, c'est fait. Oui, alors quand on parle du PLI, ça veut simplement dire le plan local d'insertion à l'emploi. Nous avons une convention depuis déjà plusieurs années, en respectant la demande qui est faite au niveau, à l'époque c'était la CPA, maintenant la métropole. Donc nous leur fournissons un bureau, un ordinateur, une imprimante, la possibilité de se brancher, je sais pas comment ça s'appelle, bon bref. Voilà. Alors je peux vous dire que depuis des années ça marche très très bien. Parce que d'une part, il y a une super entente entre nous, c'est-à-dire entre tout ce qui est social, le bureau social, nous travaillons complètement ensemble. Nous leur donnons des informations, eux-mêmes nous en rapportent. Toutes personnes sont les bienvenues. Le bureau est sur rendez-vous et toutes les demi-journées sont complètement pleines. S'il le faut, ils viennent même encore plus longtemps pour aider jeunes, moins jeunes, plus vieux, hein, etc. À essayer de trouver un emploi. Ils les aident aussi à monter leur CV, à faire leur lettre de motivation. Donc, c'est vraiment d'une grande importance pour nous. Donc, nous souhaitons continuer à garder cette collaboration et c'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui de renouveler cette convention qui, quand même, nous offre 2 000 € par an pour simplement fournir les locaux et les prestations. Voilà, merci. Alors, pour être tout à fait synthétique, c'est une DELIP que nous avons chaque année. On ne peut pas conventionner pour 3 ou 4 ans. Le modèle métropolitain qui est proposé doit être reconduit chaque année. Et bien entendu, le bureau de l'emploi à Mérargues, c'est pas du tout vocation à faire concurrence à Pôle emploi, c'est pas du tout le même volume et objectif. Bien entendu, il y a d'autres actions qui se trouvent sur le territoire et qui sont tout à fait complémentaires et c'est très bien. Hein. Il y a des opérations d'ailleurs qui sont individuelles sur Jouques avec l'opération Zéro Chômeur qui est encore autre chose et qui s'inscrit tout à fait dans la démarche de remettre des gens qui cherchent un travail plus facilement vers l'emploi. De toute façon, malheureusement, avec ce qui nous pend au nez, on est tous conscients que tous les outils possibles et imaginables qui nous permettront de faciliter le lien entre celui qui offre un emploi et celui qui recherche un emploi sont les bienvenus. Je sais que d'ailleurs que certains d'entre vous ont eu des expériences à travers système associatif ou autre qui s'orientent vers ce genre de dispositif. Daniel, pour ne pas le citer, si vous êtes intéressé, il pourra un jour vous raconter un peu ce qu'il fait par ailleurs. Et ce sont tous ces outils complémentaires qui peuvent aider et dynamiser le secteur de l'emploi qui, comme je vous l'ai dit, comme on le sait tous, malheureusement, les années qui arrivent seront compliquées avec cette crise, bien entendu, sanitaire qui est aussi une crise économique. Et tous ces outils-là seront extrêmement sollicités. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque ? Oui, bon, je ne vais pas reprendre l'intervention de l'an dernier. Bon, on est au strict minimum, hein, 2 000 €. C'est toutes les communes qui reçoivent cette somme. Qu'ils fassent un effort ou qu'ils ne fassent pas d'effort, bon, c'est le strict minimum. L'année dernière, j'avais dit que des communes qui sont semblables en nombre d'habitants à Mérargues recevaient 3 fois, 4 fois plus parce qu'ils développaient des véritables... Bon, si, je ne vais pas répéter la même chose. On avait donné des exemples l'année dernière, rappelle-toi, André. Bon, et j'avais même dit, je me rappelle très bien, et certains se sont moqués, j'avais même dit que, si vous voulez, on pouvait donner la gestion du forum des entrepreneurs que l'association Entreprendre de Pont-Mérargues organisait, peut-être organisera un jour et organisera à la mairie. On voulait le donner pour que la mairie le porte
Et la dernière fois qu'on avait fait ce forum, on avait levé 10 000 euros de subventions. Et on avait dit qu'en le donnant, on pouvait peut-être avoir plus de subventions et faire un forum sur 2 ou 3 jours porté par la mairie de Meyrargues. Rien n'a été. Je vais même vous donner un exemple précis. Une personne, une Meyrarguaise qui habite les quartiers ouest, qui a un gros poste à Burger King qui va ouvrir à Pertuis là, dans quelques jours, cherchait à recruter des gens. Bon, étant Meyrarguaise, elle a pensé aux Meyrarguais. Et elle vous a contacté. Elle a contacté monsieur le maire, elle a contacté madame Laloze, et elle n'a jamais eu de retour de votre part. Vous savez, le bureau municipal pour l'emploi, il n'a pas pour objectif uniquement de recevoir des chômeurs. Il a également pour objectif de recevoir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui cherchent à recruter. Le problème du chômage n'est pas un problème en sens unique. Ce n'est pas seulement les chômeurs qui cherchent, c'est aussi les entrepreneurs qui cherchent des travailleurs. Et malheureusement, on aurait aimé, on va s'abstenir. Là aussi, on vous tend la main. On sait faire des choses. On vous tend la main. Fabrice, le mois dernier, me disait que je critique. Bon, je n'ai pas l'impression de critiquer, mais peut-être que vous avez l'impression que je critique. On tend la main encore une fois pour essayer d'apporter, de faire quelque chose dans le domaine de l'emploi, mais aussi dans le domaine du développement économique, parce que le bureau municipal de l'emploi joue un rôle en matière de développement économique. Voilà. Merci. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Là, le pli, comme vous dites, qu'ils peuvent donner plus de subventions, non, c'est le maximum. C'est simplement pour leur permanence en leur fournissant un bureau et la possibilité d'y travailler. Le pli, c'est une chose. Après, évidemment, on peut créer autre chose, bien entendu. Mais ça, c'est complètement différent. C'est simplement cette convention pour... regardez la convention, vous l'avez lu, la convention ? Non, mais c'est pas vous connaissez, mon cher monsieur. C'est simplement, vous regardez la convention, en quoi elle consiste. Après, vous pourrez nous dire. Voilà. Non, je ne vous parle pas de ça. La convention a été jointe, monsieur Bougie. Oui, je l'ai vu. Vous la lisez et vous verrez bien. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord... Le site internet de la commune, par exemple, il y a 2 lignes là-dessus, qui sont là depuis des années. Vous regardez les pages dédiées au bureau municipal. Mais on ne parle pas de ça, monsieur Bougie. On parle simplement d'une convention à accepter ou à ne pas accepter. C'est tout. Après, on pourra aller plus loin. Travailler au niveau de l'emploi autrement. Mais à ce jour, c'est simplement cette convention. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Ou vous vous abstenez, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est quand même une possibilité qui nous est offerte. Voilà. Je pense qu'on peut toujours mieux faire et toujours aller plus loin. Je n'ai pas souvenir qu'on ait empêché le forum de se tenir. J'ai toujours dit, au conseil municipal du mandat précédent, que le forum des entrepreneurs, c'était pas quelque chose qui était négatif. Au contraire, j'essaie de terminer. Si on respecte le temps de parole, on pourra s'entendre. Je te laisse parler, tu me laisses parler, on peut discuter plus simplement. Et donc, je vais essayer de terminer. Je vais terminer ma phrase et tu dois pas perdre ton sang-froid et garder ton calme, c'est super. Donc, je dis simplement que le forum des entrepreneurs, on ne s'y est jamais opposé, qu'on n'a jamais trouvé ça négatif, qu'on a toujours permis que ce forum se fasse dans des équipements communaux. Tu le dis toi-même, j'y suis venu quelques fois. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça bien parce que ça met du lien et ça permet, en effet, à certains chefs d'entreprise de pouvoir avoir un moment d'échange et de partage. Il y a d'autres dispositifs, d'ailleurs, que le forum qui existe aussi. Et je reviens là-dessus, encore une fois. Ce sont tous ces outils complémentaires qui permettent de faire le lien. Et il n'y a pas d'opposition entre ces outils. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de les opposer. Et je pense que le pli est un de ces outils, peut-être modeste à ton avis, mais il a le mérite d'exister et de faire un peu. Et il se retrouve à côté d'autres dispositifs. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, moi, je suis content qu'il y ait un Burger King qui s'ouvre dans quelques jours. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis
en effet informé de la recherche d'emploi qui est en train de se faire. Et je pense que si on peut le relayer modestement sur notre site pour que quelques Mérarguais puissent y assister à travers le Facebook, on le fera très rapidement sur le Facebook communal. Comme ça, c'est très réactif et les gens, les Mérarguais aiment bien ce dispositif. Et je pense qu'en effet, peut-être que quelques Mérarguais iront candidater pour travailler sur ce Burger King, je crois, tu m'as dit, qui est à Pertuis. Voilà, et qui doit ouvrir. Alors ça, je ne savais pas qu'il ouvrait dans quelques jours. Je pensais que c'était plus tard que ça. Voilà. Bon, tant mieux, comme ça fera peut-être un élément supplémentaire qui peut offrir quelques nouveaux emplois. Très bien. Alors, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est 6. Je vous remercie. 6 abstentions. Alors, la délib 6 concerne donc l'approbation des renouvellements de la labellisation Grand Site de France du site Concorse Sainte-Victoire. Je vais laisser un petit peu Philippe, qui connaît bien le Grand Site, nous exposer un petit peu quelques éléments. Et après, je propose à ceux qui travaillent avec le Grand Site de pouvoir aussi peut-être prendre la parole pour nous donner aussi quelques éléments. Je sais que David travaille un peu avec eux, je sais que Sandra a travaillé un petit peu avec eux pour d'autres sujets. Sandrine, je ne prendrai pas la main. Gérard aussi. Donc voilà, je vous laisse expliquer un petit peu pour les nouveaux, peut-être le Grand Site, ce que ça représente. Ils ont l'air très intéressés tous sur le Grand Site, ça les motive. Donc voilà. Merci, monsieur le maire. Oui, donc je l'avais abordé au conseil municipal, au dernier conseil municipal, où nous avions voté d'ailleurs une délibération pour désigner un titulaire pour la commune, pour représenter notre commune au Grand Site Concorse Sainte-Victoire, parce que c'est bien bel et bien son nom nouveau aujourd'hui qui est acté. Hein, donc il s'agit alors dans cette délibération d'adopter donc ce dossier de candidature là, qui a été renouvelé. Donc il s'agit d'acter plusieurs choses. D'abord le nouveau périmètre de ce site, donc qui s'est agrandi. Et ensuite, bien sûr, son nom, hein, puisque la proposition qui a été faite, c'est le nom du Grand Site Concorse Sainte-Victoire, qui est donc le nouveau nom de cet espace. Voilà, donc c'est une labellisation qui a été renouvelée depuis 2004, donc qui a été renouvelée tous les 6 ans. Là, ça représente à peu près maintenant le Grand Site quelques 20 000 hectares. Donc il y a plusieurs communes qui ont été intégrées. Donc les communes du Var, les communes de Méreuil, de Pourrières. Alors Méreuil c'est pas dans le Var, Méreuil c'est dans les Bouches-du-Rhône, mais Pourrières et Riens qui sont dans le Var. Et donc il y a les entités, les syndicats, les communautés de communes qui sont aussi intégrées. Donc ça vient grossir les rangs. Donc le Grand Site, on l'avait un petit peu expliqué déjà la dernière fois. Hein, c'est quand même la gestion de notre patrimoine, je dirais, qui est forestier, paysager. C'est le maintien aussi des activités qui sont liées au pastoralisme. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées et effectivement, même si nous avons un titulaire qui est nommé maintenant, la personne de David Fouettero, hein, que je remercie et que je salue parce qu'il était, je crois, absent la dernière fois, donc ça permet peut-être qu'il pourra nous dire quelques mots. Donc c'est vrai que c'est quand même une transverse, c'est très transversal. Et il y a beaucoup de compétences qui divergent. Donc c'est vraiment que ce soit, comme j'ai dit, la gestion de la forêt, la gestion des circuits de randonnée,
Le grand site, c'est l'accueil du public aussi, donc c'est mettre en valeur le patrimoine, que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine paysager, la faune, la flore. Voilà, c'est tout cet ensemble qui passionne beaucoup de gens, qui nous intéresse beaucoup et qui nous tient à cœur de le suivre de près. Donc c'est vrai que nous sommes plusieurs à le mener. Donc Monsieur le maire l'a dit, on est outre David, il y a Sandrine Alvedel, Gérard aussi, Sandra, il y a Pierre a bien participé et continue à participer aussi. Voilà, il y a Gilles un petit peu aussi. Enfin, on est tous impliqués dans ce travail qui est de suivre tout ce qui est fait pour la protection de notre nature et puis sur notre commune et au-delà, bien sûr, de ce grand site. Voilà donc ce qu'on peut dire. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui, je pense qu'à titre d'exemple, il faut citer peut-être plus par rapport à Mérargues, ce sur quoi vous êtes tous en train de travailler, mes chers collègues. Donc Philippe, sur un sentier qui reprend le passage au niveau de l'aqueduc, et vous avez déjà pu voir peut-être au niveau du carrefour des tennis, justement, il y avait des petites bâches avec une petite équipe qui travaillait aussi de l'autre côté aussi du sentier du côté du Palais 3. Donc il y a une réhabilitation d'un sentier, une création de petits bouts de sentier, une mise en sécurité des vestiges de l'aqueduc romain. L'objectif étant de pouvoir avoir un petit parcours permettant aux Mérarguais et autres de pouvoir avoir une petite balade le long de cet aqueduc, et puis des explications techniques et bien entendu de pouvoir avoir une information sur cet aqueduc qui faisait partie des 4 aqueducs qui alimentaient la ville d'Aix-en-Provence, et celui-ci étant de près de 40 km, je crois, partait donc de Jouques-Traconade pour arriver vers Aix-en-Provence, vers le parking Pasteur. Et donc Mérargues se retrouve avec les quelques parties élevées de l'aqueduc, ce qui est aussi intéressant, et beaucoup de parties à flanc de colline. Sandra, avec le SAUE, je sais, suit le dossier qui concerne la mise en valeur des piémonts sud et piémonts nord de la Sainte-Victoire et du massif Concorse Sainte-Victoire, donc avec des approches architecturales en fait, entre autres, et pour la mise en valeur de tous ces paysages vus de la route. Voilà, et donc les communes qui sont sur les tracés sont réunies régulièrement avec des rendus d'études qui se font par le CAUE. Notamment, vous savez qu'il y a le Piémont pour la Sainte-Victoire, le Piémont Nord, c'est un peu le parent pauvre de l'histoire, et le Piémont Sud, c'est, on va dire, le parent riche qui a un peu tous les touristes qui viennent balader, c'est les paysages de Cézanne. Donc forcément, c'est un peu plus sollicité. Et donc on essaie de dire que simplement le massif Concorse-Sainte-Victoire, il a bien 2 jambes, la Sainte-Victoire, mais aussi le Concorse, et que c'est important aussi de cette mise en valeur sur ces territoires. On travaille aussi sur le sentier qui passe auprès de l'aqueduc de Parouvier, qui est un autre aqueduc beaucoup plus récent, qui se situe sur 2 parties privées, dans les quartiers de campagne Maneuil et Parouvier. Donc là aussi, le grand site intervient pour faire des petites études techniques nous permettant d'envisager des sentiers de balade et de randonnée. On parle de pastoralisme. Je sais que David discute avec eux aussi parce qu'on a un berger sur la commune et qu'on essaie de voir si la bergerie qu'on a aujourd'hui est encore valable, si on pourra la réhabiliter, si le département, si la métropole pourrait nous aider, voir la gestion de cette action de pastoralisme, à quel niveau elle peut se situer. On est en train toujours de, bien entendu, être aux aguets quand il y a des ventes de parcelles au niveau forêt. On essaie de voir si ces parcelles sont à côté de parcelles communales, s'il y a un intérêt stratégique à se porter candidat. Et donc on a des discussions aussi avec eux. Ils nous ont aidés pour la réhabilitation du cabanon du Ligourès, qu'ils ont livré pendant le Covid, me semble-t-il. Là, il y a eu un lien avec la société de chasse, notamment, qui a été faite pour qu'ils nous réhabilitent l'ensemble de ce bâtiment que tous les Mérarguais connaissent, un site de balade aussi, et le cabanon qui est ouvert, pas que pour la chasse, mais aussi ouvert
à tous, est un lieu sympa. Et donc, du coup, il y a des petites réhabilitations qui se font aussi au niveau de la forêt. Alors, peut-être qu'il y a d'autres sujets qui sont sur la compétence du grand site. Oui, Sandra. Juste, on est sur un site qui est carrément exceptionnel. Il y a une petite quinzaine de sites comme ça en France. Donc, on a la chance d'avoir ce périmètre-là, d'avoir été inclus Mérargues, Pérol, Jouques, tout le versant nord dans ce périmètre-là, et justement d'avoir une instance de pilotage et de gouvernance de ce périmètre sur plusieurs niveaux. C'est vraiment, le champ est très vaste de toutes les actions qui mènent, et je crois que tu l'as très bien dit. Je rajouterai en complément que dans le parc du château, je crois pas me tromper, mais que les ruches qui ont été mises en place et le sentier, ça a été fait aussi avec l'aide du grand site de cette victoire. Et ça nous permet justement d'avoir, à l'échelle de ce grand territoire, d'essayer de monter une identité commune autour de ce massif, avec peut-être justement des signalétiques qui à terme seront peut-être harmonisés pour justement créer une identité territoriale Grand Site Sainte-Victoire, Concourse Grand Site Sainte-Victoire. Et c'est important, toutes ces actions-là vont dans ce sens, de se raccrocher à ce territoire. Le Grand Site avait organisé avec les écoles de Mérargues des sorties en bus. On avait eu des gardes qui étaient venus pour faire des petites explications, exposés avec les classes de CM2. Et à la fin de l'année, en juin, un bus avait été mis à disposition et 2 classes de Mérargues étaient allées assister au rendu qui se fait sur le site même du grand site, c'est-à-dire à Broqueuil. Et les enfants avaient bien apprécié cette journée. Donc il y avait d'autres communes, bien sûr, avec d'autres classes. Et je crois qu'on l'avait fait presque 2 fois ou 3 fois de suite. Voilà, et donc il travaille aussi sur une éducation, une information aussi à l'endroit des tout petits. Et puis il protège, bien entendu, entre guillemets, par les patrouilles, le massif dans les périodes qui sont compliquées, puisque nous sommes tous attachés à notre massif et tous conscients que c'est aussi un joyau de notre commune. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le grand site? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vous propose donc d'approuver ce renouvellement de labellisation du grand site. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délib 7 qui concerne les indemnités de fonction des élus, l'enveloppe globale et le tableau de répartition. Alors, cette délib concerne simplement le redéploiement d'indemnités que reçoivent les élus. Et plus concrètement, c'est quelque chose qui me concerne directement, puisque j'ai décidé de remettre une partie de mon indemnité en un élu qui est conseiller municipal délégué aux finances, donc c'est Louis pour ne pas le citer, qui effectue un travail assez important. La compétence finance est une compétence qui est assez conséquente, et donc je souhaitais, en face des missions qu'il accomplit, qu'il ait une reconnaissance entre guillemets, parce que c'est pas des sommes mirobolantes, bien entendu, c'est pas un salaire, d'ailleurs c'est une indemnité. Et donc, cette reconnaissance peut se faire à travers cette modification et cette délibération. Voilà. Donc, il est proposé tout simplement de pouvoir, en face de cette délégation, qui est une délégation conséquente, un peu renforcée, y adosser une petite indemnité. Avez-vous des questions? Oui, avec le micro, s'il te plaît, Gilbert. Vous parlez de plusieurs délégations de fonctions importantes. C'est la délégation finance ou il y a d'autres délégations? C'est la 1, 2, 3, la 5e avant-dernière ligne. Plusieurs délégations de fonctions importantes à un conseiller municipal.
C'est plusieurs délégations qui ne concernent pas que le champ dans le champ de compétences finance, il y a plusieurs délégations. Si tu veux, par contre, je peux te dire exactement la liste, mais moi je ne l'aurai pas en tête et peut-être que Louis peut la résumer rapidement. Hein. Il y a 3 sujets sur lesquels le maire me fait confiance pour l'accompagner, en lien avec le DGS. Le premier, c'est la partie budget et finances. Le deuxième, c'est l'accompagnement sur des questions d'appréciation et de conseils et d'apport sur la question des moyens et des ressources, donc notamment sur les questions de personnel. Et le troisième sujet depuis peu, c'est la question des assurances et du contentieux, pour le suivi d'un certain nombre de sujets. Voilà, le juridique. En fait, dans la compétence un petit peu entre guillemets finance, il y a bien entendu la première qui nous revient tout de suite en tête, qui est l'élaboration d'un budget. Mais il est aussi important pour le ou les élus qui suivent ce genre de domaine d'avoir aussi en tête qu'il va falloir aussi et qu'il faut aussi aller chercher des économies. Économies, on en parlait au début de cette intervention au niveau fonctionnement et au niveau notamment pas que personnel, mais le 011 et le 012 sont des chapitres qui sont importants de surveiller. Il y a ensuite, bien entendu, la stratégie dans les principes de subvention et de demande de subvention. Donc, c'est à la fois de bien veiller à ce que les subventions, on ait des deadlines, on a des dates, il va falloir être certain de renvoyer les factures, d'être certain d'avoir un bon retour au bon moment, de ne pas louper les dates de caducité. Il faut aussi veiller à avoir un lien véritablement entre les différents dispositifs qui existent, une vision un peu plus large sur les différents dispositifs et bien faire coordonner les différents partenaires. Départements métropoles sont les partenaires naturels, ils sont des dispositifs, mais il y a des dispositifs que l'on ne sollicite pas jusqu'à présent et qui, dans le temps, seront peut-être nécessaires d'aller chercher. On part de la région, on part de l'État, ce sont des dispositifs qui sont un peu plus compliqués pour notre taille de commune, mais qu'il faudra certainement un peu plus affiner dans le temps. Et ça nécessite aussi un petit peu de l'énergie. Et puis avoir une stratégie un petit peu plus globale, une vision un peu plus globale sur les 6 années du mandat en ce qui concerne notre trajectoire financière. Et ça, c'est une petite étude prospective que peut faire entre autres Louis et le groupe de travail d'ailleurs qui travaille sur ce thème-là. Il a mené des réunions notamment avec le trésorier payeur, il a mené des réunions avec un de nos locataires récemment pour faire des réévaluations de loyer, entre autres, et donc c'est tout un petit groupe qui, avec son pilotage et avec sa dynamique, commence à rassembler des éléments. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une orientation purement économique. Il n'y a pas un adjoint aux questions économiques. Donc ce sont des délégations importantes, stratégiques, cruciales. Je pense qu'il y a une erreur dans la définition parce que les subventions, c'est pas lié au développement économique d'une commune. La recherche de dispositifs complémentaires de subventions, c'est pas le développement économique d'une commune. La gestion d'un budget, c'est pas le développement économique d'une commune. Et on parle vraiment de finances. Voilà, c'est pas que l'économie c'est pas important par rapport aux finances, ou c'est pas que je pense que dans une commune, c'est pas l'adjoint à l'économie qui fait le budget, c'est un adjoint aux finances ou un délégué aux finances, voilà. Donc c'est pas la même chose. C'est vrai que par contre, en ce qui concerne l'économie locale, sollicite souvent Eric, qui a une approche par rapport au commerce de proximité en lien avec une petite équipe. Donc là, je pense que c'est le thème que tu évoques, de l'économie locale. C'est pas...
Oui, mais c'est pas les finances, c'est pas pareil. C'est des compétences différentes. Ben, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? 6. Je vous remercie. Donc, nous passons à la délib numéro 8 concernant une délégation exceptionnelle et temporaire de compétences en matière d'aide aux entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la commune dans le contexte de crise sanitaire. Alors, en fait, la région a mis en place un dispositif qui est un dispositif à la fois partiel, exceptionnel et temporaire. Vous savez que la compétence économique, et donc là on parle vraiment d'économie, est une compétence portée par la région. D'ailleurs, vous avez pu suivre peut-être, pour ceux qui on peut regarder ça après le 15 mars en pleine crise Covid, la première vague on va dire, il y a eu des dispositifs que voulait mettre en place le département pour soutenir en quelque sorte les entreprises qui étaient en difficulté. Il y a eu un débat technique entre département et région parce que c'est une compétence qui est avant tout de l'ordre de la région. Et finalement, il s'est avéré que c'était bien la région qui avait cette compétence, qu'elle assume d'ailleurs, sans problème. Mais quoi qu'il en soit, elle s'est aperçue qu'à travers cette crise, certaines communes pouvaient avoir le souhait, pendant un temps très précis, sur des sujets peut-être précis, et donc dans une durée limitée, non pas de se suppléer à la région, mais de pouvoir mettre en place des opérations en lien avec l'économie locale. Et la réactivité au niveau de la commune sur ces petites opérations pouvait être plus pertinente que la région, qui a forcément une vision à une échelle beaucoup plus importante, avec des sommes beaucoup plus conséquentes, bien sûr. Du coup, elle a mis en place ce sorte de dispositif, ce sorte d'outil ponctuel à destination des communes. Et comme en définitive, il faut du temps pour le mettre en place et puis pour fixer un petit peu les idées, elle nous a indiqué que, puisqu'on a candidaté, on a pris des liens avec eux, on a échangé, elle nous a indiqué que certainement au niveau de la commission permanente du 18 décembre qui devrait se tenir, elle allait proroger cet outil qu'elle allait créer jusqu'en juin, voilà, jusqu'au 30 juin. Donc du coup, on s'est dit qu'il était de bon ton de pouvoir prendre cette délibération, pouvoir créer cet outil au sein de la commune et pouvoir, le cas échéant, être déjà opérationnel pour activer cet outil si on avait un projet qui soit vraiment dans le cadre de cette délibération et être vraiment dans les clous juridiques au cas où. Donc en fait c'est un outil que l'on se propose d'adopter pour une durée déterminée, nous permettant avec un projet à venir utiliser et avoir déjà pris la délibération. Alors peut-être qu'il ne sera pas activé, en tout cas cet outil, mais on se dit que c'est bien déjà de l'avoir sous le coude au cas où on en ait besoin, surtout que c'est une durée qui est quand même assez limitée, et donc ça nous semble de bon ton de pouvoir l'utiliser. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le sujet, peut-être? Moi, je veux bien. Gilbert. Si vous le permettez. Je connais le dispositif région. Bon, j'ai une petite question. Pourquoi on a attendu la fin de l'année 2020 pour se rapprocher? Monsieur Muselier et son équipe font beaucoup de choses en période de crise. Il y a énormément de com sur le dispositif en relation avec BPI France, avec la CCI, etc. Bon, pourquoi Merargues a attendu, je dirais quasiment le 31 décembre pour faire quelque chose? Heureusement qu'il y a l'avenant qui prolonge au 30 juin. Deuxième chose, je sais pas, j'ai du mal avec une petite phrase qui est tout simplement le troisième paragraphe, le début du troisième paragraphe. À cet effet, la région propose à la commune,
la signature, blablabla, qui permettrait à la commune d'aider sur ses propres fonds les entreprises. Alors, le C, c'est le C de la commune ou le C de la région? Qui va payer là? Si c'est la commune, il faudrait me dire avec quel argent. Et si c'est la commune qui va payer, expliquez-moi quelles sont les opérations que vous comptez mettre en place pour soutenir le commerce de proximité, les entreprises mérarguaises, alors qu'il n'y a même pas une association des commerçants à Mérargues depuis des années. Bon, je ne vais pas critiquer et je ne veux pas que vous m'accusiez de critique. Je vous tends la main ce soir devant tout le monde et je vous propose que l'on crée ensemble un comité de soutien au commerce de proximité, de la même façon que les comités que vous allez créer dans quelques instants et qui portent sur les questions environnementales. Pourquoi ne pas créer dès demain, on se met autour d'une table, un comité, on mobilise tous les moyens ensemble pour aider nos commerçants qui souffrent de cette crise et qui va, et vous le savez, Monsieur Poussardin, vous êtes pharmacien, vous êtes dans le domaine sanitaire et qui risque de se prolonger. En tout cas, pour ma part, à l'université, on n'est pas vraiment très pessimiste, très optimiste, pour la suite. On ne reprendra pas les cours et on reste vraiment... Voilà. Créons ensemble, faisons quelque chose de concret et mettons en place ce comité. Et si Mérargues a de l'argent, puisque le C a priori est celui de Mérargues, pourquoi ne pas mobiliser ensemble ces moyens pour aider nos commerçants? Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne l'outil, c'est un outil particulier qui est très récent. Ce n'est pas un outil qui existe depuis des années au niveau de la région. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas un outil comparable, mais ils l'ont vraiment créé, cet outil, suite à la crise Covid. Donc, il n'a pas dit avec un petit maraîcher, l'idée étant de pouvoir... on peut imaginer installer peut-être des hangars photovoltaïques avec de la permaculture un peu dessous et avoir quelques fruits et légumes produits qui puissent être en circuit court, se retrouver au niveau des écoles de façon modeste mais exemplaire. Voilà, ce sont ces ensembles de projets sur lesquels on travaille régulièrement et depuis quelques temps avec eux. Donc c'est une façon d'avancer. Et donc du coup, on a constitué un comité consultatif avec des membres et des personnalités extérieures, bien sûr, au conseil. Et donc, en fait, l'idée est en fait de voter pour pouvoir avoir ce comité qui soit créé. Alors, je vous propose de faire un vote qui soit à main levée, ce qui nous évitera de faire des petits papiers avec une urne qui passe dans tous les sens. Déjà, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition à cette idée, donc c'est parfait. Et je propose de compléter mon propos. Peut-être, Gérard, veut rajouter quelque chose ou... Oui, tu as raison, merci. Oui. Ouais, j'en parlerai. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui. Oui, avec des membres du pacte et de la CEDEC aussi, des personnes très intéressées et très pointues aussi sur les questions de l'énergie et qui ont manifesté leur intérêt justement de nous aider dans les analyses qu'on peut avoir sur la production énergétique et les matériaux de construction dans le cadre du projet du futur quartier. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des personnes avec qui on peut travailler, qui expertisent, qui sont sensibles à ces questions-là. Et c'est un groupe de travail qui s'est situé et qui a l'air de bien fonctionner. Voilà. Tu veux autre chose? Non, peut-être, Gérard, si tu voulais...
parler un petit... Oui, si tu veux expliquer en deux. Merci beaucoup. Se fait des gens qui ont commencé à le faire et qui peuvent donc nous conseiller. Le CIREMA est l'organisme officiel qui peut nous donner les règles, tout ce qui peut nous permettre de mettre un peu moins de panneaux qui servent à rien et puis un peu plus d'unité dans les vitesses, par exemple. Après, les normes de sécurité. Et puis après, les liaisons intercités. La troisième phase sera là. Mais tout ça se fait avec eux. Hein. La troisième phase, ce sera entre villes. Comment faire du vélo entre toutes les petites villes et petits villages qui veulent promouvoir ce mode de locomotion le plus possible. Vélo à 2 roues ou à 3 roues, hein, pourquoi pas. Hein. Et j'ai même des idées là-dessus de ce qu'on pourrait en faire. On peut en faire même une activité. Voilà, c'est des pistes de réflexion avec ces personnes-là, avec ce comité-là. Voilà. En fait, oui, par rapport au pacte, donc ce pacte de transition, comme tu l'as dit, on l'a signé. Il y a un certain nombre de thématiques. J'ai parlé de l'énergie par un petit bout, mais c'est vrai que c'est la question énergétique en général qui est traitée dans le pacte, avec la consommation des bâtiments communaux. Et là, je pense qu'on va avoir des pistes d'économie possibles à faire avec la rénovation énergétique qu'il faudra programmer. Il y a un certain nombre d'actions qui demandent du suivi. Et afin de ne pas faire la confusion, parce qu'il ne faut pas mélanger pacte et CEDEC, le pacte est plutôt un comité consultatif pour assurer un suivi finalement des actions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions communales, strictement communales, des actions qu'on va dire faites avec des membres de la CEDEC ou d'autres, des associations. Enfin, mais il faut aussi qu'il y ait cette instance, enfin moi je le perçois comme ça, cette instance un petit peu plus au-dessus qui permette justement de faire le suivi et d'évaluer les actions de la commune en matière de pacte pour qu'on puisse montrer comment on progresse sur certaines lignes. Donc il faut pas, c'était pour bien préciser que ce n'est pas des choses qui peuvent sembler se chevaucher, mais non, c'est pas construit comme ça. Alors, je vais vous donner aussi lecture, je vais un peu résumer, mais comme c'est une phrase qui n'était pas dans la délib numéro 9 et qui s'affiche là, je vais vous la donner, puisqu'elle est rajoutée sur le projet de délib. Dans le cadre de la campagne municipale, un collectif citoyen représenté par un comité de pilotage a proposé aux candidats la signature d'un pacte pour la transition. Ce pacte conclu entre la liste Mérargues-Sévou élue majoritaire aux élections municipales de mars 2020 et le comité de pilotage citoyen vise à conduire conjointement la mise en œuvre de 12 mesures choisies pour accélérer une transition écologique, démocratique et solidaire sur la commune. Ces mesures sont issues d'un travail de 18 mois auquel une cinquantaine d'organisations, mais aussi plusieurs milliers de citoyens ont participé au niveau national. Voilà, c'est la modification qui vous apparaît sur l'écran, juste là, qui est bien plus clair que la petite explication que je vous donnais à l'oral et qui est plus précise. Alors, y a-t-il des questions sur ce comité ? Oui, bon, tout d'abord une remarque. De la même façon que la liste Mérargues-Sévou a travaillé avec ce collectif, la liste Mérargues au cœur a également travaillé avec ce collectif. Et nous avons effectué plusieurs réunions. Nous avons signé également le pacte. Bon, certes, nous avons perdu les élections. Nous avons quand même fait un score de 44%.
ce qui fait qu'on représente 4,4 sur 10 Mérarguais. Et donc voilà, bon, un conseil municipal s'est installé. Il faut maintenant travailler sur ce pacte pour la transition écologique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on n'a pas le droit de participer. Je ne sais pas qui a défini le droit, mais c'est une approche dictatoriale ou vous avez parlé du bolchevisme. Bon, l'exemple même du bolchevisme est là devant moi, cette délibération où vous écartez 44% des Mérarguais, en tout cas, du travail en équipe et en groupe pour le bien de Mérargues. Bon, on aimerait participer à ce collectif. Voilà, monsieur le maire. Encore une fois, on tend la main. Alors bon, on peut être bien sûr mis au coin et pénalisé parce qu'on a perdu les élections ou on s'est absenté à 2 ou 3 conseils municipaux au début. Bon, c'est peut-être votre 4. façon de gérer la commune, mais on aimerait encore une fois rentrer au moins à deux élus dans ce comité pour encore une fois travailler pour Mérargues et les Mérarguais. Alors, 2 choses. La première, c'est que l'équipe Mérargues C'est vous a signé un pacte. Ce n'est pas celui-ci, puisqu'on n'a pas signé le même. On n'a pas retenu les mêmes éléments et on n'a pas retenu au même niveau. Donc on a signé un pacte, vous avez signé un pacte, nous celui qu'on présente, c'est le pacte qu'on a signé, vers lequel notre équipe s'est engagée. La deuxième point, c'est que moi je t'ai jamais interdit de continuer tes réunions, de rencontrer les gens du pacte, ce que tu as peut-être fait après l'élection, d'échanger avec eux pour constituer un comité ou un groupe de travail, ce que tu as peut-être fait, je ne sais pas, en tout cas, tu avais tout à fait la capacité ou le loisir de le faire, mais peut-être que tu l'as fait, hein, et de constituer un groupe de réflexion avec eux, ça n'est pas interdit, c'est pas moi qui vais m'y opposer du tout. Troisièmement, je suis content de voir que maintenant tu viens régulièrement et que tu as envie d'être dans des comités, de participer. C'est vrai que ce n'était pas la démarche du début du mandat, je le note. Et j'attends de voir, je suis comme Saint Thomas, on va dire. Hein. J'attends de voir, après les belles paroles, les actions. Cette première étape, c'est le pacte et c'est son groupe qui a été constitué, parce que nous, par contre, de notre côté, ce que je peux t'assurer, c'est que ces élus-là ont travaillé avec ces personnes, ont mené des réunions et ont fait des échanges. Je ne dis pas que toi, tu ne l'as pas fait en même temps, en parallèle, hein, pendant 6 mois. Je ne sais pas, hein, je ne conteste pas. Et nous, on s'est engagé par rapport à eux et on a échangé par rapport à eux. Donc, la liste que je vais proposer, c'est celle qui est devant vous, celle qui va servir de base. C'est la liste de départ. C'est celle qui va être décidée ou pas au vote ce soir. Après, la volonté que tu as peut se comprendre. Il te suffira maintenant que tu as des noms de pouvoir te rapprocher, ou d'autres d'ailleurs, pas que toi, je ne sais pas, hein, des personnes qui sont sur cette liste, de voir un petit peu les échanges et les réunions qu'ils mènent, et de voir avec eux comment tu peux, tes collègues, hein, si, apporter, entre guillemets, j'ai envie de dire, la pierre à l'édifice. Pas moi qui vais imposer des noms à travers le conseil municipal, surtout qu'un travail a été effectué et des réunions ont été échangées. J'ai trop de respect par rapport au travail des uns et des autres pour imposer quoi que ce soit. Donc c'est la ligne de départ. Mais je ne doute pas que, puisque tu as travaillé pendant la campagne et que tu as dû travailler avec eux après la campagne, que tu as dû continuer à échanger, que tu n'as pas tout arrêté juste après l'élection municipale, je ne doute pas que ces personnalités extérieures avec qui tu as gardé des liens, des échanges, seront peut-être aussi sensibles au fait que tu participes, toi ou d'autres, à certaines réunions. Autant laisser le temps au temps et que les choses se mettent en place. Moi, je voudrais rentrer en tant que conseiller municipal. Voilà, comme Philippe Grégoire, comme Sandrine, comme Béatrice. Je suis conseiller municipal. Je ne vais pas aller demander à des membres extérieurs qui sont à l'origine de ce pacte, que je respecte, de vouloir rentrer. Je voudrais rentrer, moi ou
mes collègues, je ne sais pas, en tant que conseiller municipal, ont même droit que, À cela, que Gérard, tu as Sandra. deux solutions. Tu mènes tes réunions, tu fais une liste, tu les rencontres et tu proposes ta Non, candidature. non, ils n'ont rien Si, à voir. c'est Ils ont comme rien ça à que ça voir. va être. Nous sommes des conseillers Si, c'est municipaux comme ça et que nous ça va être. choisissons. Et tu Donc, vous travailles, voulez pas de et nous. tu demandes à les rencontrer, à les voir et tu travailles. Et si tu ne l'as pas fait, eh ben, à ce moment-là, tu vas les voir, tu discutes, tu vas voir les collègues qui sont sur cette liste, tu discutes avec eux, et peut-être, parce que tu sais, les comités, on peut les modifier, les améliorer, les évaluer à chaque conseil. Donc, aujourd'hui, il y a un groupe qui est constitué. Ce groupe-là, il travaille ensemble, il a du sens. Tu veux y participer, dont acte. Ce n'est pas une commission, hein, c'est un comité. Eh ben, tu te rapproches de ces personnes, tu montres ta volonté, tu indiques les projets qui t'intéressent, et petit à petit, tu assisteras certainement à plusieurs réunions si tu tends vraiment la main, comme tu nous l'as indiqué. Ouais, je pense que c'est la meilleure méthode pour toi si tu veux vraiment participer. Et encore une fois, je suis persuadé que depuis mars, tu as dû quand même rencontrer les gens du pacte, puisque tu as signé, tu as dû quand même avoir des échanges avec eux. Tu devais être au courant que des réunions de travail se tenaient, ou alors peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, cette démarche que je viens de t'indiquer, c'est la bonne démarche. Si tu veux la suivre, c'est toi qui es libre. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose donc de passer au vote en ce qui concerne la constitution de la création de ce comité consultatif. Qui est contre? 6 qui s'abstient. 1, je vous remercie. Et je vous propose de passer à la dernière délib qui concerne la proposition de nouveaux membres pour le comité consultatif, comité environnement et développement de l'éco-citoyenneté, la CEDEC. Alors, vous savez que au conseil municipal de juin, on avait mis en place une CEDEC composée de une élue et une personnalité extérieure, donc Sandrine Albedel en tant qu'élue et Sabine Huguenec, pardon. Il y a des échanges qui ont pu se faire. Vous savez que la CEDEC existait déjà comme comité au mandat précédent, qu'on a reconduit donc au conseil municipal de juin et qu'on lui a permis justement, parce qu'il y avait une continuité, de pouvoir continuer à travailler sur les dossiers qui étaient entre l'ancien mandat et le nouveau. Donc il y a eu encore une fois, et c'est un petit peu la même chose que pour le pacte, des échanges avec des groupes qui se sont constitués, avec des personnes qui des fois se retrouvent sur les deux, des fois non. Aujourd'hui, il est proposé de pouvoir, si vous en êtes d'accord, toujours avec un vote à main levée, désigner ce premier groupe de travail qui sera donc dans ce comité et qui pourra continuer à travailler sur, comme l'a dit Gérard, le plan vélo. Ils se sont déjà réunis pas mal de fois pour échanger et avoir ce lien démocratie participative, projets communaux. Voilà. Alors la CEDEC, je ne pense pas que ça serve de vraiment la présenter, puisqu'elle existe depuis déjà des années, et vous la connaissez tous. Et je pense que là, il n'y a pas d'élément qui est changé avec la note. Donc si ça vous convient, y a-t-il des questions? Donc pas de questions, nous pouvons passer au vote. Alors, qui est pour adopter la CEDEC, ce comité, dans la situation qu'il vous est présentée? Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de Noël. Un bon boudin. À l'an Kevin. Protégez-vous bien. Profitez de vos fêtes. Et vous avez l'ensemble des décisions qui sont affichées si vous voulez réagir. Sinon,